Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, l'Europe, mythe et réalité. La force du projet de la construction européenne relève du mythe, unir le continent, mais c'est aussi sa faiblesse congénitale, l'utopie ayant trop souvent prévalu sur les réalités du monde. Le mythe européen est ancien. Il a été nourri par de nombreux intellectuels qui ont vu dans l'unité européenne une réponse idéale aux vicissitudes et aux affrontements d'un monde européen imparfait à leurs yeux du fait de sa division. Victor Hugo tient dans cette campagne pour une Europe unie une grande place puisqu'il est le père de l'expression « les États-Unis d'Europe », qu'il a utilisé dans son discours du 21 août 1849 lors du Congrès international de la paix à Paris. Au demeurant, la relecture de son discours peut dérouter le lecteur contemporain car Hugo justifie le règne civilisationnel de l'Europe sur le monde. Dans son esprit, Paris doit être la capitale de l'Europe unie. Puis au XXe siècle, on doit citer Stefan Zweig, écrivain autrichien. Dans son livre « Le monde d'hier, souvenir d'un Européen », il décrit l'Europe culturelle d'avant la catastrophe de 1914. C'est la culture qui fait l'unité de l'Europe. Un autre brillant analyste, l'intellectuel Raymond Aron, réintroduit le réalisme dans le débat sur l'Europe. Ne nous le dissimulons pas, l'idée de l'unité européenne est d'abord une conception d'homme raisonnable, ce n'est pas d'abord un sentiment populaire. Il est évident que l'identification de chaque Européen reste nationale, pas européenne. Y a-t-il une civilisation européenne ? Semaine étudiante, 5 août 1947. Stefan Zweig, Européen convaincu et alors en exil au Brésil, l'avait lui-même reconnu dans le monde d'hier. Quand on n'a pas sa propre terre sous ses pieds, on perd quelque chose de sa verticalité. Le jour où mon passeport m'a été retiré, j'ai découvert à 58 ans qu'en perdant sa patrie, on perd plus qu'un coin de terre délimité par des frontières. Aujourd'hui, l'heure est venue de sortir du mythe et des utopies pour prendre en compte l'intangibilité des réalités. En un mot, les nations. L'ancien ministre des Affaires étrangères allemand Joschka Fischer avait coutume de dire que la nation doit être au milieu de la construction européenne comme l'église au milieu du village. Précisément, la profondeur de la crise de l'Union européenne provient de la négation des réalités nationales, de cette dépossession technocratique des nations qui ont fait et feront toujours l'histoire de l'Europe, Europe qui a incarné la culture, la civilisation de 1492 à 1939 au cœur de l'histoire du monde. Construire l'Europe des réalités, c'est prendre en compte les forces intangibles qui font l'histoire, loin des chimères et des utopies. À ce titre, il faut tordre le cou à un aphorisme, répété à l'envi comme une vérité d'évangile par ceux qui voient dans l'union de l'Europe la fin de l'histoire. La construction européenne, c'est la paix, elle nous a apporté la paix. Telle n'est pas la vérité historique et il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. C'est parce qu'il y a eu la paix que l'on a pu entamer la construction européenne. Et malheureusement aujourd'hui, les divergences entre les États et les peuples se multiplient au sein de l'Union européenne. La paix est venue du peuple allemand dans la partie occupée par les Occidentaux, États-Unis, Grande-Bretagne, France, est devenue la RFA. Les Allemands de l'Ouest ont effectué une véritable révolution culturelle après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils n'avaient pas fait après la Première Guerre mondiale. En 1945, l'Allemagne est non seulement vaincue mais détruite alors qu'en 1918 elle n'avait pas connu la guerre sur son sol. De plus, en 1945, pour les Allemands de l'Ouest, l'Allemagne a été vaincue par les Américains. C'est là un élément psychologique d'importance pour deux raisons. La première est qu'à la différence de 1918, la victoire sur l'Allemagne en 1945 n'est pas celle des Français, alors l'ennemi héréditaire, mais de l'Amérique. La deuxième raison est que les Allemands ont toujours considéré les États-Unis comme une Allemagne qui a réussi, tout simplement parce que les Américains d'origine allemande sont les plus nombreux, ce qui commence seulement à changer avec les Hispano-Américains. L'ensemble de ces facteurs a convaincu le peuple allemand que la revanche n'était plus la réponse, sans oublier le fait d'importance que le danger dès 1947 à 48 venait alors de l'Est avec l'URSS. La voie vers la construction européenne devenait possible. L'objectif de cet opuscule n'est pas de procéder à une analyse fouillée et complète de la crise de l'Union européenne,
mais de dégager les lignes de force du processus actuel, pour ne pas dire du logiciel, qui a conduit à l'impasse d'aujourd'hui, loin de ce que pouvaient imaginer les auteurs du traité de Rome au moment de sa signature. Il existe une autre voie que celle qui prévaut actuellement. Elle est certes moins dogmatique et idéaliste, mais surtout elle est réaliste et efficiente, c'est construire l'Europe des réalités. Bonne lecture. 1. La construction européenne, 1958 à 2018. La construction européenne s'est effectuée au cours des dernières décennies conformément à un double processus, l'élargissement à de nombreux États et l'approfondissement de ses compétences. C'est ce double processus qui a conduit l'Union européenne, UE, à devenir aujourd'hui une machine omnipotente, pour ne pas dire tentaculaire, et qui a enfanté les crises qu'elle subit aujourd'hui. L'UE est désormais face à son destin. Continuer à développer son appétit de compétences et mourir d'apoplexie, ou s'amaigrir pour tenir compte des réalités du monde tel qu'il est aujourd'hui, s'en tenir à l'essentiel dans le respect de la souveraineté des États. Du traumatisme de la guerre à l'Union européenne en crise. En moins de 70 ans, la France et l'Allemagne se sont fait 3 fois la guerre, entraînant l'Europe et le monde dans un commun désastre, selon le mot de Lucain dans La Pharsale. Il ne s'agit pas ici d'analyser les responsabilités, même si l'Allemagne des Reich en porte une très large part. 1870 à 1871. Guerre franco-prussienne. 1914 à 1918. Première Guerre mondiale. 1939 à 1945, Seconde Guerre mondiale. En 1925, Aristide Briand et Gaston Stresemann ont tenté de réconcilier la France et l'Allemagne. Le 16 octobre à Locarno, Briand et Stresemann signaient un accord, l'Allemagne reconnaît ses frontières et entre à la Société des Nations, SDN. Mais Stresemann meurt en 1929 et Briand en 1932. L'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1932 marque la fin de la République de Weimar. En 1945, la destruction de l'Allemagne et dans une moindre mesure, de la France, a justement provoqué une prise de conscience qui rompt avec la culture de guerre ou de la revanche entre la France, défaite en 1940 mais libérée, et l'Allemagne, vaincue et détruite. Nous avons analysé comment et dans quelles conditions l'Allemagne a procédé à une véritable révolution culturelle, opérant une totale rupture avec l'opinion allemande des années 20, qui avait cru dans la théorie du complot propagée par les nazis et autres groupes extrémistes, le fameux Dolchstoßlegende, la légende du coup de poignard dans le dos. Plus rien de tel en 1945. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman, au salon de l'horloge du Quai d'Orsay, dans une déclaration considérée comme la première pierre de la construction européenne, propose de placer la production du charbon et de l'acier de la France et de l'Allemagne sous une autorité commune, la Haute Autorité. Cette déclaration a fait l'objet de négociations confidentielles entre les gouvernements de la France, avec pour président du Conseil Guido, du Benelux de l'Italie, du Royaume-Uni et surtout de l'Allemagne dirigée par Konrad Adenauer. La proposition de placer le charbon et l'acier sous une autorité indépendante n'était pas fortuite, car ces deux productions étaient alors considérées comme les industries des complexes militaro-industriels fauteurs de guerre. Puis les initiatives s'enchaînent. 1952 – Création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. 1954 – Échec de la Communauté européenne de défense, CED. 1957 – Signature du traité de Rome par les 6, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg CEE. Traité créant la Communauté économique européenne, marché commun. Traité créant la Communauté économique européenne de l'énergie atomique, Euratom. Le terme communauté n'est pas neutre et indique qu'il s'agit d'une union des peuples. L'Assemblée de la communauté est formée à partir des parlements nationaux et la France, la RFA, l'Italie y siège d'un poids égal, avec chacun 36 représentants. Il n'y a pas de représentation selon la démographie. À partir de 1957, la construction européenne s'est développée selon un double processus, d'une part l'élargissement, d'autre part l'approfondissement. L'élargissement de l'Union européenne.
La construction européenne a débuté avec 6 États en 1952. Aujourd'hui, elle compte 28 États, y compris encore le Royaume-Uni, et plusieurs États veulent y adhérer, dont la Turquie, le Monténégro, la Serbie, des négociations étant en cours. L'Albanie et la Macédoine ont demandé à adhérer. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, quant à eux, sont des candidats potentiels. 1973 sur 1 ER élargissement. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, 9 États. 1981 sur 2 élargissement. La Grèce, 10 États. 1986 sur 3 élargissement. L'Espagne et le Portugal, 12 États. 1995 sur 4 élargissement. L'Autriche, la Suède, la Finlande, 15 États. 2004 sur 5 élargissement. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte, 25 États. 2007 6e élargissement. La Bulgarie, la Roumanie, 27 États. 2013 sur 7 élargissement. La Croatie, 28 États. À ce stade, il apparaît que toute nouvelle adhésion ne fera que charger la barque européenne et accroître la crise. C'est à juste titre que la France y est opposée. Les adhésions sont soumises à ratification de chacun des parlements nationaux. La Constitution française, article 88A5, exige de plus, depuis la réforme du 23 juillet 2008, que toute nouvelle adhésion soit soumise à référendum. L'approfondissement des compétences. Dans le même temps que s'effectue l'élargissement numérique des États de la construction européenne, l'Europe acquiert de nouvelles compétences. Ce mouvement traduit la volonté d'approfondir et d'obtenir une Europe de plus en plus intégrée, de plus en plus unie comme le souhaitaient les pères fondateurs. 8 avril 1965, le traité de Bruxelles fusionne les institutions de la CEE, de l'Euratom et de la CECA. Ce traité a été abrogé par le traité d'Amsterdam. 17 au 28 février 1986, l'acte unique prévoit une très forte harmonisation législative pour créer un grand marché intérieur. Environ 300 règlements et directives ont été adoptés en application de l'acte unique. Il institue le Conseil européen qui regroupe des chefs d'État et les premiers ministres sur l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing. 7 février 1992, le traité de Maastricht prévoit la création de l'Union économique et monétaire et la marche vers la monnaie unique. L'institution de la politique étrangère et de sécurité commune, PESC. De nouvelles compétences pour l'UE en matière de justice. 2 octobre 1997, le traité d'Amsterdam intègre dans les compétences de l'Union européenne les accords de Schengen. Schengen, qui a d'abord été un accord intergouvernemental, offre le cas typique de communautarisation en étant placé dans le giron de la Commission. 26 février 2001, le traité de Nice adapte les institutions à l'élargissement de l'Union à 27 États. 13 décembre 2007, le traité de Lisbonne reprend les principales dispositions du traité constitutionnel après l'échec de ce dernier à la suite des rejets en 2005 du texte par référendum en France et aux Pays-Bas. Le traité de Lisbonne est composé d'une part du traité sur l'Union européenne, TU, et d'autre part du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Le traité de Lisbonne précise que l'Union européenne est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique, article 47 du TU, et non un super-État comme l'instituait le traité constitutionnel. De plus, le TU acte que tout État peut quitter l'UE, article 50. Toutes les dispositions symboliques du traité constitutionnel, article 8, hymne, devise, drapeau ont disparu. Le TU acte le rôle des parlements nationaux, article 12. 2 mars 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne et monétaire, TSCG, vise à renforcer les règles de discipline budgétaire. Ce traité intergouvernemental n'a été signé ni par le Royaume-Uni, ni par la République tchèque. Il a été intégré au droit français par la loi organique relative à la programmation et gouvernance des finances publiques, du 7 décembre 2012. L'Union européenne a désormais de multiples compétences. Elles sont définies dans le TFUE. L'article 3 du TFUE. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.